Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. François Guyoba, édition, La littérature médiagénique, écriture, musique et art visuel 2015. Jacques Coenenhuther, Quel avenir pour la théorie sociologique, 2015. Sous la direction de Christiana Constantopoulou, Médias et pouvoir, aspects du politique contemporain, 2015. Sous la direction de Fred Dervin, Analyser l'identité, les apports des focus group, 2015. Jean-Louis Parisi, sociologue à Marseille, 2015. Yannick Brunpicard, La praxéologie. Au cœur de la structuration des interfaces sociétales, 2015. Alain Chenevet et Nanta Novello Paglianti, L'invention de la valeur universelle exceptionnelle de l'UNESCO. Une utopie contemporaine, 2014. Simon Dulmage, Mutation et déterminisme chez Bourdieu, Épistémologie de la sociologie de l'art de Bourdieu, 2014. Thomas Michaud, L'imaginaire et l'organisation. La stimulation des innovations technoscientifiques par la science-fiction, 2014. Béatrice Jeannotfourcaud, Antoine Delcroix, Marie-Paul Poggi Dire, Contexte, effet de contexte et didactique des langues, 2014. Yannick Brunpicard, Plus loin que le développement durable, La durabilité, 2014. Jean-Michel Lebeau, Éléments d'écologie humaine, 2014. Claude Giraud, Qu'est-ce qui fait société, 2014. Que le diable m'emporte si je sais au fond ce que je suis. Denis Diderot, le neveu de Rameau. À la mémoire de Véronique de Rudder. Introduction. Certains sociologues de l'immigration et des relations interethniques ont choisi de restituer, d'une manière ou d'une autre, l'itinéraire et les expériences du groupe migrant auquel ils s'affilient directement ou par compagnonnage. Le sociologue le plus emblématique, dans le champ de la sociologie de l'immigration est à cet égard, Abdelmalek Sayad. D'autres proviennent de milieux sédentaires, et ont travaillé sur ces questions pour des raisons d'intérêt scientifique, politique ou d'opportunité professionnelle. Je ne peux tous les citer ici. Après une longue carrière dédiée à ce champ, dont j'ai accompagné la reconnaissance académique, la retraite venue, l'idée de transmettre quelques éléments de l'aventure personnelle et intellectuelle que j'ai vécue, à l'aide des outils que nous appliquons aux autres, m'est apparue utile. Utile pour moi, pour ma famille, comme toute autobiographie, mais aussi pour les étudiants en sociologie et un plus large public. Au centre de cette réflexion, l'altérité, donc l'identité. On verra que la difficulté principale est de parler de soi, alors que l'altérité-identité se construit dans le rapport aux autres et je ne peux parler à leur place. Mon désir d'écrire ce récit a commencé en 2010 au moment où se déroulait un débat sur l'opportunité d'introduire des statistiques ethniques en France, dans divers dispositifs publics, dont le recensement de la population. Je dirais même en réaction plutôt violente à cette ère du temps sarkozyste, création d'un ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale, organisation d'un débat sur ce dernier thème, éloge contradictoire de la notion confuse de diversité, etc. Un long débat sur la dénomination, en France, des groupes d'origine, était déjà lancé depuis quelques années. En 1998, cloué chez moi par un accident de santé pendant 1 an, j'ai eu la chance de participer à un forum de discussion sur les recensements français et étrangers et leur mode de catégorisation des origines, des identités. Alain Blum en a proposé des conclusions originales. Il a ainsi montré, notamment à propos de l'usage du terme de nationalité, dans les statistiques de l'URSS, la variété des représentations des groupes que les sociétés instituent par le biais de leurs statistiques officielles.
Cette discussion prendra en 2009 une autre urgence avec la demande formulée aux chercheurs par Yazid Sabeg, alors commissaire à la diversité et à l'égalité des chances, de créer un comité pour la mesure et l'évaluation des discriminations et de la diversité, COMEDD, chargé de réfléchir aux méthodes adéquates. Je participe alors à un groupe pluridisciplinaire animé par Hervé Lebras, dont l'objectif est de réfuter scientifiquement la prétendue nécessité de figer les catégories ethniques dans la statistique publique officielle au nom de la lutte contre les discriminations. Mon origine complexe me montrait la difficulté que j'aurais, et bien d'autres avec moi, à me définir ethniquement. Ces éléments s'ajoutent à mon opposition scientifique et politique à ces projets. Je les résumais dans un ouvrage collectif. Ces projets s'inscrivent dans un air du temps qui privilégie les identités héritées, au détriment des identités choisies. Surtout, instituer des définitions ethniques dans la statistique publique nous a semblé inefficace. Les labels changent et sont rarement consensuels et dangereux, confèrent le souvenir du fichier des Juifs sous Vichy. L'écriture de ce texte a été interrompue pendant une période sombre qui a débuté en mars 2011. Mon AVC, le décès du père, l'Alzheimer de la mère. Dès ma sortie de l'hôpital en 2011, cependant, je me suis vu proposer d'incarner un récit graphique consacré aux événements dramatiques de Sharon en février 1962. Celui-ci relate mon expérience de ce jour fatidique, où j'ai failli mourir dans la bouche du métro et où d'autres sont morts. Il y dessine le portrait d'une génération lycéenne pendant la guerre d'Algérie. Dans ce texte, il sera ainsi fortement question de génération. Génération démographique, des aïeuls aux petits-enfants et aussi génération historique. Ma génération a été témoin et actrice d'événements sociaux et politiques importants comme la guerre d'Algérie et mai 68, qui constituent le contexte de relations sociales incompréhensibles lorsqu'on n'y fait pas référence. Ce contexte historique ne sera pas vraiment analysé, car le récit court sur plus de 60 ans. Il n'est pas chronologique. Il y sera fait référence en passant. Je ne suis pas la première à me lancer dans cet exercice d'autobiographie sociologisée, en France. Je pense par exemple à Didier Héribon et à Gérard Noiriel. Et avant tout à Pierre Bourdieu, qui dans son esquisse pour une auto-analyse insiste sur la nécessité pour le sociologue de faire l'analyse sociologique de lui-même pour que l'objectivation scientifique soit complète. J'y pense et puis j'oublie, comme dit la chanson, car ce récit ne s'adresse pas d'abord ou pas seulement à mes collègues sociologues et n'a pas de réelle ambition scientifique ou théorique. Si les premiers chapitres sont consacrés à l'histoire familiale, une histoire de migration, les autres sont dédiés aux univers que j'ai traversés, le militantisme, la recherche, l'enseignement. J'aime beaucoup m'amuser, ma devise est « faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux ». Ma tentative est d'abord de restituer des situations, des enjeux et des anecdotes, parfois tristes, parfois gaies, autour de l'altérité vécue. Avant de me lancer, j'ai invoqué, pour sa légèreté, la figure de Woody Allen. Ce parti pris de restituer des situations et des anecdotes signe un penchant théorique pour l'interactionnisme symbolique en sociologie. C'est aussi un mode d'expression familial qui m'a été transmis, raconter des blagues et des histoires pour en rire. Il relève d'une certaine tradition orale orientale, surtout égyptienne, qui affectionne ces noctas qui ont fait le sel des réunions familiales et amicales. Au cours de ces années d'écriture hachée, par intervalles, je me suis rendu compte que d'autres dimensions se sont articulées autour de la question de l'altérité d'origine ethnoculturelle. Juive originaire d'Égypte, mais surtout apatride d'origine indéterminée sur mon passeport, cependant mes 20 premières années. Par exemple, être une femme, avoir adopté des enfants dits de couleur, et peut-être plus encore appartenir à une génération pour laquelle choisir de devenir sociologue dans les années 1960 a eu un sens particulier. Bien qu'écrit à la première personne, le texte est parsemé de nous. Ce nous est variable, selon les époques et les thèmes, le nous famille, le nous collègue, le nous camarade, etc. C'est ma présence dans des collectifs qui est ainsi relevée. L'aventure n'a jamais été solitaire. Y a-t-il un fil rouge à ce récit de vie non chronologique ? Oui, le rouge précisément. C'est mon engagement politique personnel qui colore directement ou indirectement mes relations familiales, professionnelles, sociales. Mais commençons par le commencement.
Origine, originalité. Petite fille, les aïeuls depuis l'Empire ottoman. Pour que ces anecdotes prennent sens, il faut déjà se situer soi-même un peu. Je suis ce que l'on appelle une primo-migrante, au sens statistique et administratif du terme, née étrangère à l'étranger, venue en France dans le cadre d'un regroupement familial qui ne portait pas encore ce nom. Je suis née au Caire le 7 avril 1945 et me suis appelée Maryse Dweck jusqu'à mon mariage. Je n'ai eu qu'un seul prénom, sans connotation religieuse, alors que mes copines de classe en avaient 3 ou 4. Mon père, déjà marié, est venu en France en 1947 faire des études d'ingénieur. Une première fois, ma mère et moi étions venus habiter avec lui, en 1949, mais étions tombés malades en raison des conditions sanitaires déplorables du taudis du canal de l'Ourcq où nous étions logés. Retour au Caire, provisoirement. Une image me revient de ce retour au Caire. La porte s'ouvre sur le salon entrée de l'appartement familial. 4 hommes sont assis aux 4 coins dans des fauteuils recouverts d'une housse blanche, en costume croisé et tarbouche, le fez rouge avec un petit cordon noir. Je ne sais plus lequel est mon grand-père. Et puis je suis revenu définitivement en France à 5 ans et demi avec mes parents, en 1951. La nonna Dweck. Ma grand-mère paternelle, Rachel née Calamaro, la nonna Dweck. Pourquoi cet emprunt à l'italien? Mystère et les Italiens orthographient Nonna et pas nous. Est née autour de 1900 à Jérusalem et parle le judéo-espagnol avec ses sœurs, le français avec son mari et ses enfants, l'arabe avec les domestiques et les commerçants. Un français bien à elle, matiné d'expressions arabes et espagnoles. Toute sa vie, elle n'emploiera que le nom de Palestine pour évoquer le lieu de son enfance. Peut-on y voir l'un des ressorts de mon engagement pour les Palestiniens, que la plupart des Israéliens refusent de nommer comme tels, en les désignant exclusivement comme des Arabes? Un film récent, Dans un jardin je suis entré, d'Avi Mograbi a fortement résonné en moi. L'interlocuteur d'Avi, israélien d'origine italienne par ses parents, est Ali, un arabe israélien qui est son professeur d'arabe. Il commente des photos anciennes de la famille d'Avi, les Mograbi. On y voit son grand-père habillé d'un caftan, un tarbouche sur la tête, le même que mon grand-père. La photo est prise à Damas. Ali déclare alors à Avi: « Ton grand-père est plus arabe que moi, il s'habille arabe, il parle arabe, il mange arabe, il rêve en arabe, il aime en arabe, ses voisins sont arabes, à part cela il est juif. » Voilà une clé du passé lointain. Nos vieilles photos sont du même type, mais concernent les arrière-grands-parents. Mes grands-parents sont vêtus à l'européenne. Ali exhibe alors un annuaire professionnel d'avant-guerre. Les villes citées sont Damas, Alep, Tel Aviv, Ramallah, Beyrouth. La Grande Syrie? En tout cas un espace de circulation libre. Ma grand-mère Rachel a été française avant nous. En triant les papiers à la mort de mon père, j'ai découvert divers documents la concernant en arabe, en hébreu et en français. En fait, son frère vivant au Maroc l'a déclarée algérienne alors qu'elle n'y a jamais mis les pieds, et l'a fait ainsi bénéficier du décret Crémieux. Ses enfants ont décidé de la recevoir à Paris où vivent ses 2 fils, mon père et son jeune frère Victor, quand la situation des Juifs en Égypte a commencé à se dégrader. Une anecdote est rapportée par Roland Bertin à un ami qui lui demandait comment et pourquoi il possédait la nationalité italienne. Il avait répondu: « Parce que le consulat d'Italie était plus près de la maison que le consulat de France. » Rachel a vécu la fin de sa vie à nos côtés, dans le même immeuble. Quand elle disait chez nous, à propos d'une recette de cuisine, sa principale occupation et préoccupation, nous lui demandions en plaisantant: « Où, chez nous? En Égypte, en Palestine, ou tout simplement dans sa famille ?» Avec le recul, chez nous n'est pas un lieu fixe. Selon moi, c'est là où sa famille a vécu. Avec elle, ont disparu certains plats comme le bacalao au safran, héritage ancestral depuis le Portugal ou l'Espagne après l'expulsion de 1492. Ses ancêtres ont fait partie de ces Juifs qui ont fait un long périple depuis la péninsule ibérique. Heureusement le reste s'est transmis: sambousex, baklava, mennas, dolma, bamieh, kobba, taïna, houmous, boulette. Qui connaît la forme palestinienne? Un moule à gâteau qui permet de confectionner une couronne. Il y a chez Ikea des moules à Savarin en caoutchouc, mais pas comme celui qu'elle a amené d'Égypte avec elle, en aluminium, avec un couvercle et des anses,
parce que destiné à cuire sur le primus, réchaud à pétrole de l'époque. L'ethnologie considère les habitudes culinaires comme un noyau dur de la transmission culturelle, et notre famille n'y fait pas exception. Deschnapper affirme ainsi que c'est l'existence de ce noyau dur qui rend compte de l'attachement aux pratiques culinaires du pays d'origine, que manifestent tous les émigrés dans tous les pays. À travers cet attachement qu'ils transmettent à leurs enfants, c'est d'une certaine façon tout l'ordre du monde qui s'exprime. Mais Proust nous avait déjà convaincus, avec la fameuse Madeleine de tante Léonie, qu'il en est de même partout pour évoquer l'enfance. Ma tante Nina, sa fille, a écrit un livre de recettes de la cuisine de notre famille. La cuisine, les recettes, donnent lieu à des discussions théologiques sur la bonne manière de faire, ail ou oignon, pignon ou amande. Je n'ai retrouvé un tel attrait pour l'orthodoxie gustative que dans les discussions sur les vins qui ne manquent jamais d'intervenir dans un dîner bien français. À chacun l'objet de ces discussions talmudiques. Ma grand-mère prononçait le Ramsa Ramsa, chiffre 5 en arabe, en avançant les 5 doigts de la main, pour éloigner le mauvais œil et affectionnait la perle bleue pour les mêmes raisons, en particulier pour les bébés. Mon porte-clés en compte 10 en grappe, cadeau de ma tante. Elle pratiquait le Shabbat. Il fallait qu'elle monte par les escaliers et qu'on lui allume la lumière et le gaz le samedi, ainsi que le jeûne du Kippour. Elle ne savait pas vraiment écrire et lisait nous deux, distraction des femmes de condition populaire comme le rappelle Annie Ernaux. Dotée d'un rire très communicatif, elle a fait la joie des réunions familiales. Elle adorait Dario Moreno et plus tard, Dalida et Enrico Macias. Cette grand-mère a introduit à sa venue en France une conscience de l'altérité. Elle me faisait honte dans les magasins quand elle voulait marchander les prix. Je la tirais par la jupe. Nonna, cela ne se fait pas ici. Elle prenait le métro pour l'autre bout de Paris ou la banlieue, tant qu'elle en a eu la force pour aller jouer aux cartes avec des femmes de sa génération, venues d'Égypte, et déguster des douceurs, le tout suivi de forces critiques sur la quantité et la qualité. Un jour qu'elle demandait son chemin au guichet du métro, l'employé de la RATP lui répondit « Bonne nouvelle », nom de la station où elle devait descendre. S'interrogeant sur ce qui pouvait susciter une telle exclamation, elle répéta sa question, suscitant la même réponse. C'est un inconnu qui a dénoué ce quiproquo, c'est elle qui nous a raconté cette expérience. Peut-être à la différence d'autres familles, ces ajustements ont-ils plus été des sources de plaisanterie qu'autre chose. Et qu'avec le recul des années, on oublie les souffrances ? Les expressions françaises et spécialement argotiques sont source de malentendus, dont on finit par rire. Ma mère, dans une réunion de cellules du PCF, apprend qu'un camarade a avalé son bulletin de naissance. Stupéfaction, comment a-t-il fait ? Quand on lui dit qu'un tel déménage, que cela signifie qu'il a pété les plombs, mystère. Notre professeur de yoga, Aldo Mortera, lui aussi originaire d'Égypte, s'affole quand on lui dit qu'on a un peu mal au cœur, mais redouble d'ardeur si on se dit victime d'un coup de pompe. Le Nono Dweck. Son mari, mon grand-père Moïse, le Nono Dweck, est né à Alep en Syrie. Il est venu en Égypte avec sa famille, à l'âge d'1 an. Je ne sais pas pourquoi exactement, les explications sont générales. Fin de la route de la soie après l'ouverture du canal de Suez en 1869, déclin économique de la Syrie, essor concomitant de l'Égypte. Il a monté avec un associé un petit bureau pour travailler avec les douanes. J'ai retrouvé les papiers concernant cette petite entreprise commerciale. Il y est désigné comme sujet local, en lieu et place d'une nationalité. Il écrivait un français parfait, avec plein et délié. Il portait le costume occidental mais toujours le tarbouche. La famille habitait ''immeuble Yacoubian, ou celui d'à côté. On a tiré un film du livre. Quand nous l'avons vu en famille, les tantes et oncles se sont écriés la maison. J'y ai passé mes premières années, et je m'en souviens parfaitement. Je pourrais en faire le plan. Le Bawab, le concierge, s'est rappelé de notre famille lors d'un voyage en 1974. L'entrée des domestiques, qui n'ont pas droit à l'ascenseur, la terrasse avec les laveuses, tout était comme le reste, conforme à mon souvenir de petite fille. Sa décoration était identique à celle que l'on voit dans les films égyptiens actuels abritant des familles bourgeoises. Aujourd'hui pour nous c'est de très mauvais goût, faux Louis XV tenture tapis dorure.
Enfant, j'ai connu ce grand-père parce qu'on habitait tous ensemble au Caire, mes grands-parents, ma tante, ma mère et moi, en l'absence de mon père étudiant en France. J'étais la première petite fille, la reine, je trônais dans le fameux salon entrée. Moïse m'impressionnait. Lors de son unique voyage en France, il avait abandonné le tarbouche. Rachel et Moïse ont eu 3 enfants, Raphaël, mon père l'aîné, puis Nina et Victor, les jumeaux. Ils se parlent en français. Il a poussé ses garçons aux études, en français. Mon père a été éduqué chez les frères des écoles chrétiennes jusqu'au baccalauréat. Moïse n'a pas voulu prendre la nationalité égyptienne, pour des raisons que mon père n'a pas réussi à m'expliquer, mais où, selon lui, une certaine crainte dominait. D'après ma tante, le tarif était trop élevé. D'autres juifs sont devenus égyptiens, comme les Curiel. Nous serons donc des apatrides, au moment de quitter l'Égypte. Jusque-là, personne ne se posait la question de la nationalité, les affaires d'état civil étant réglées par le rabbinat. L'itinéraire des grands-parents ou des arrière-grands-parents d'Alep, de Jérusalem ou de Manchester vers l'Égypte, ses causes, son déroulement, je n'en ai qu'une vague idée car rien ne nous a été transmis de ces passages. Mélange des langues, des traditions culinaires et vestimentaires, circulation entre l'Égypte, le Liban, la Palestine. Il faut lire Édouard Saïd, Amin Mahalouf, pour imaginer la cohabitation pacifique des communautés. C'est ainsi en tout cas qu'elle nous a été présentée, et la faiblesse des frontières dans cet espace proche-oriental qui prolonge la mosaïque. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.